Merci aux organisateurs et à Monsieur Clanet de me donner la parole pour présenter quelques éléments dans la perspective du médecin généraliste que je suis. Je suis aussi enseignant à la faculté de médecine de Lyon-Est et je suis chercheur dans une équipe d'accueil orientée sur la recherche sur les services de santé qui s'appelle l'équipe d'accueil ESPER. Donc je vais aller très très vite pour essayer de ne pas dépasser 5 minutes, même si c'est un peu moins que ce qui était prévu. Tout d'abord pour rappeler que selon les recommandations de la HAS, le médecin généraliste a un rôle dans ce qu'on peut appeler soit le repérage, soit la phase précoce du diagnostic des démences et des troubles cognitifs. Et que à côté de ça, ça peut aller du simple repérage jusqu'à un diagnostic positif de ces troubles, et qu'on a aussi la responsabilité du suivi médical de la personne aidante aussi, à la fois en termes de prévention et de prise en charge. Ce schéma rappelle que le développement de la maladie d'Alzheimer s'inscrit dans un temps long, en fait, et qu'il y a quelques ambiguïtés de ce point de vue quand on parle de diagnostic précoce. La maladie peut débuter plusieurs décennies avant l'apparition du stade de démence, et on définit habituellement trois grandes phases. Une phase préclinique, une phase de troubles cognitifs légers ou troubles neurocognitifs mineurs, selon le DSM, et puis la phase de démence. Et donc, vous voyez, même la phase des troubles cliniques cognitifs légers contient elle-même plusieurs étapes, depuis des limitations cognitives, ensuite des symptômes psychologiques de façon un peu schématique, et enfin des limitations fonctionnelles. Et donc, quand on parle du diagnostic précoce, en fait, de quoi parle-t-on d'une certaine façon? Et c'est pour ça qu'on a coutume aujourd'hui de préférer le terme de diagnostic au moment opportun. Alors, c'est intéressant d'enchaîner sur la thématique des maladies rares, parce qu'en fait, je vais me permettre d'être un instant centré, non pas sur le patient, ce qui est un peu incorrect, mais sur le médecin, et pour faire passer l'idée qu'en fait, il y a plein de problèmes qui sont rares pour un médecin généraliste et qui ne sont pas des maladies rares. Et donc, si vous regardez sur ce tableau-là, un médecin généraliste, il a 7,5 patients qui le consultent pour une plainte mnésique, ce qui est porté soit par le patient lui-même, soit par un accompagnant, par an. Pas plus. Pas moins. C'est des données assez solides. Et puis, sur la ligne d'en dessous, de la démence, vous voyez qu'on a, sur une année, en moyenne, 19 consultations pour un patient chez lequel il y a une démence qui est diagnostiquée. Et sur des données complémentaires qui viennent de la Société française de médecine générale, on a une année donnée, en moyenne, 2 à 3 patients atteints d'une démence qu'on suit régulièrement. Donc en fait, il n'y a pas que les maladies rares qui sont rares, c'est ça que je voulais faire passer. Et même si, en termes de santé publique, la maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente, dans notre exercice, elle n'est pas si fréquente. Et puis il y a des tas d'autres problèmes de maladies chroniques, comme disait M. Clanet. La leucémie myéloïde chronique, j'en ai une seule dans ma patientèle. Ce n'est pas une maladie rare officiellement, mais pour moi, elle est rare. Alors, je passe peut-être rapidement sur cette diapo pour parler plus des problèmes de coordination. Pour prendre en charge ce type de maladie qui est complexe déjà lors de la phase de diagnostic, il faut une bonne coordination. Et la coordination, elle commence déjà entre le patient et le médecin et l'entourage. Donc, autour d'une décision partagée. Parce qu'en réalité, on ne peut pas forcer un patient à rentrer dans une filière de diagnostic. Ça doit être une décision qui prend en compte le contexte de vie du patient, notamment ses comorbidités, et les préférences du patient et ou de l'entourage. Alors, une des difficultés après pour se coordonner avec les structures de diagnostic spécialisées, c'est de savoir à quel moment on demande des explorations, notamment neuropsychologiques, approfondies, pour faire un diagnostic étiologique. Et là, les recommandations de la HAS ne nous aident pas tant que ça, parce que la HAS n'est pas très précise sur les tests à utiliser, et ni sur les seuils à utiliser quand on utilise tel ou tel test. Et puis, en termes de coordination, il y a aussi quelques problèmes dans le fonctionnement du système de santé, puisque certains patients accèdent directement au centre mémoire sans passer par la case médecin généraliste, et parfois aussi accèdent aux consultations spécialisées en passant par les centres d'examen de santé, là aussi, sans aucun retour immédiat vers le médecin généraliste. Alors, il y a aussi de la coordination une fois que le diagnostic étiologique est fait, autour de l'annonce du diagnostic. Et nos collègues neurologues reconnaissent que le médecin généraliste joue un rôle dans cette annonce en amont et en aval de leur intervention. Il y a quelque chose qui manque parfois
dans les retours qu'on a, c'est que le diagnostic qui est donné au patient ou à sa famille n'est pas toujours présenté comme un diagnostic probabiliste. Or, aujourd'hui encore, en 2017, on n'a pas la certitude diagnostique quand on dit à un patient qu'il a une maladie d'Alzheimer, sauf peut-être éventuellement dans les formes génétiques, et qui sont très rares. Et en réalité, seul le diagnostic anatomopathologique affirme le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Peut-être aussi en l'absence des marqueurs, mais les marqueurs ne sont biologiques, mais ils sont habituellement pas faits au niveau du LCR. Alors, il y a aussi des problèmes de communication parfois autour du diagnostic. Il y avait une étude qui avait été faite en Bretagne et qui montrait que chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer et qui sont institutionnalisés en EHPAD, le médecin généraliste ne disposait pas suffisamment des éléments sur lesquels fonder le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et là, une étude récente en Belgique montre que 28% des familles proches d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer institutionnalisé ne sont pas au courant du diagnostic de maladie d'Alzheimer après même le décès de leurs proches. 28%. Voilà. Et puis, un autre aspect qui concerne à la fois la thérapeutique, mais qui peut avoir une incidence sur le diagnostic, c'est qu'il est vraisemblable qu'aujourd'hui, un certain nombre de médecins généralistes sont un petit peu méfiants, à tort ou à raison, sur le risque qu'un patient chez lequel on va diagnostiquer une maladie d'Alzheimer dans un centre spécialisé soit mis de façon systématique sous traitement symptomatique contre la maladie d'Alzheimer sans concertation avec le médecin traitant, et que ça pourrait être un obstacle à l'orientation des patients dans cette filière. Bon, pour conclure, puisqu'il reste très peu de temps, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes au jour d'aujourd'hui. C'est de mieux valider les outils diagnostiques dont on a besoin pour faire un diagnostic positif des troubles cognitifs. Le MMSE est l'outil le mieux validé, mais il a été d'abord surtout validé en milieu hospitalier, et puis il a quelques limites. Il demande au moins 10 minutes pour être administré. Il est un peu faussé en fonction du niveau socio-éducatif des patients. Et dernier point que peu de gens savent, c'est qu'il est couvert par un copyright et qu'en réalité, on n'a pas le droit de l'utiliser sauf à payer des droits. Donc du coup, il faut penser à utiliser d'autres outils qui n'aient pas ces limitations, et il est intéressant de développer, et j'y participe avec le professeur Crolac-Salmon, des projets de recherche pour voir quelle est la place de l'impression subjective du médecin, de questionnaires centrés sur l'entourage du patient suspect de troubles cognitifs, et puis d'autres questionnaires, notamment le 6CIT, qui comme son nom l'indique, comporte 6 questions et qui vient juste d'être traduit en français et qu'on voudrait aussi valider. Et puis, il faut aussi, indépendamment des outils, quand on fait des diagnostics et qu'on fait rentrer des patients dans des filières diagnostiques, il faut mieux décrire le profil de ces patients et mieux décrire leur devenir, et notamment évaluer l'impact du diagnostic à une phase plus ou moins précoce de la maladie. Y a-t-il vraiment un bénéfice à diagnostiquer toujours plus précocement? Et enfin, dans ces évaluations, et ça vaut aussi d'ailleurs pour les essais thérapeutiques, mais là, je l'applique au suivi diagnostique, il faut utiliser des critères de jugement pertinents quand on évalue le devenir de ces patients. Et là, il y a eu une publication récente aux États-Unis qui dit que seul un essai sur 5 dans la maladie d'Alzheimer utilise des critères cliniques pertinents et non des critères intermédiaires ou physiopathologiques. Je vous remercie.